Oui, moi oui. C'est bon, t'entends? C'est bon. Bon, bah écoutez, bonjour et bienvenue. Merci d'être venu. Donc, on est là pour la première table ronde de DocOstock à la Softcot 2023. Et donc, on parle aujourd'hui de public et privé, le grand match, justement, de savoir pourquoi on reste dans le public, pourquoi on part dans le privé, à quel moment on part, qu'est-ce qui fait qu'on part, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous déjà 3 PUPH, le professeur Alexandre Poignard, le professeur Philippe Massin et le professeur Christophe Trojani, qui tous les trois étaient dans le service public et tous les trois, après être restés dans le service public longtemps, ont décidé de partir et ils vont nous expliquer pourquoi. Et face à eux, nous avons donc le docteur Alexandra Poignard, Villard, pardon, n'importe quoi, docteur Alexandra Villard, qui est à l'hôpital et qui a bien l'intention d'y rester et d'y faire sa carrière. En tout cas, un petit moment, elle va nous expliquer pourquoi justement elle compte y rester. Et nous avons aussi du coup le professeur Franck Fitoussi, qui lui, après être parti un petit peu, a essayé la clinique et retourné à l'hôpital pour des raisons qui lui sont propres justement, pourquoi il a préféré. Et donc vous avez tous un petit peu, on va dire, la même expérience, vous avez tous commencé à l'hôpital au départ. Et est-ce qu'il y en a un d'entre vous déjà qui veut expliquer pourquoi, voilà, Philippe Massin par exemple, pourquoi vous êtes parti finalement du public, qu'est-ce qui vous a fait quitter le public? Allô, oui. Donc, pourquoi j'ai quitté le public? Pour moi, d'abord, je suis un hospitalier, c'est-à-dire que l'exercice idéal pour moi, c'est en secteur hospitalier avec une équipe, un plateau médical, et puis une forme salariée, si possible un bon salaire, on fait ce qu'on peut. Mais bon, j'ai toujours essayé de faire ça. J'ai été chef de service très tôt et longtemps. Mais j'ai observé donc une dégradation des conditions de prise en charge de mes patients. Et in fine, ça a été progressif, mais j'ai vu que mes patients n'étaient plus accueillis dans de bonnes conditions de sécurité. C'est-à-dire que de temps en temps, il y avait des séquelles qui pouvaient être évitées. J'ai vu des morts. J'ai des dossiers bien précis en tête. Parce que, et c'est essentiellement dans cette partie importante de notre métier qui est la traumatologie, j'ai vu des directeurs m'obliger à accueillir des tas d'urgences parce qu'on était centre de référence des polytraumatisés, etc., sans mettre de salle d'urgence derrière. Donc j'ai vu des polytraumatisés en vrac toute la journée en attendant que le programme froid se termine. J'ai été obligé de me déplacer à 1h du matin pour supplier des penseuses d'opérer un patient qui était passé sous un autobus, par exemple. Et donc, ça a atteint un niveau insupportable. J'ai vu aussi des salles de patients âgés opérés, fractures du col, etc., sans qu'il y ait un médecin ni un gériatre qui passe les voir, c'est des conditions absolument inacceptables. Bien sûr, on n'a pas les compétences forcément en tant que chirurgien orthopédiste pour assurer le suivi. Donc, cette forme dégradée d'accueil de la traumatologie m'a insupporté. D'autant plus qu'elle était niée par une administration pléthorique. Et donc, le contrat n'était plus rempli. Et donc, j'ai choisi une autre forme d'exercice qui n'est certes pas idéale, mais qui est organisée par des vrais professionnels de la santé, avec des inconvénients, bien sûr, mais qui a pris le pas maintenant sur l'hospitalisation publique, puisque dans ma spécialité, 90% des actes traceurs, que ce soit en banlieue, en province, à Paris, sont pris en charge par le privé. Mais pourtant, la sécurité, vous me parlez de sécurité, mais c'est justement en général à l'hôpital qu'il y a des blocs, qu'il y a des urgences. C'est encore là qu'il y a de la réa. Il n'y en a pas dans toutes les cliniques privées. Alors non. Il faut bien qu'il y ait un hôpital qui gère. Ce qu'il y a, c'est la malhonnêteté, si vous voulez, de nos instances dirigeantes qui nous oblige à effectuer une tâche pour laquelle on n'est pas équipé. Donc il n'y a pas cette sécurité à l'hôpital. Avant, il y avait des salles d'urgence dédiées. Et j'ai travaillé dans des centres de référence d'accueil des urgences où il n'y avait pas de salle d'urgence dédiée et donc des patients, soit de la traumatologie non urgente qui attendaient 8 jours d'être opérés, soit des polytraumatisés qui attendaient 24 heures parce qu'il y avait un programme froid qui devait se terminer. Le déclic pour moi, quand j'ai décidé de partir, c'est mon chef de clinique m'a appelé un jour à 1h du matin parce qu'un patient était passé sous un autobus. La penseuse d'orthopédie, il y avait un trou dans la liste.
l'administration ayant décidé que s'il y avait un trou, une autre pouvait le faire. La penseuse de vasculaire qui n'avait rien à faire a refusé sur ordre de son chef de service d'aider. La penseuse de viscérale qui était occupée sur une péritonite qui se terminait a dit je pourrais éventuellement le faire mais si le chef de service vient me le demander. Donc j'ai pris mon Vélib à 1h du matin, je vais lui demander. C'est elle qui m'a engueulé en disant je vous préviens c'est la dernière fois que je le fais, etc. Et donc tout ça, tout cet état de choses était nié par les instances administratives qui donnent d'ailleurs des faux renseignements à l'ARS en disant qu'il y a des salles d'urgence disponibles 24 heures sur 24 alors que ce n'est pas vrai. Donc je crois que le système est définitivement vicié par une suradministration étouffante, par un manque de solidarité des médecins qui travaillent, par une absence de restructuration parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui devraient être regroupés pour favoriser le fonctionnement d'un centre au lieu d'éparpiller les hôpitaux. Et donc, j'ai des dossiers où il y a des patients qui sont morts à cause de ça. Mais vous Voilà. êtes, justement, vous êtes plusieurs, parce que Christophe Rejani, que j'avais interviewé aussi, à être parti parce que la direction de l'hôpital était trop lourde, trop compliquée, trop désagréable, ou il y a une raison. Expliquez-moi, vous, pour Christophe Rejani, pourquoi vous avez quitté l'hôpital, justement. Ah pardon, oui, non, mais je vais faire plus... Voilà, moi je suis parti parce que j'en ai marre. Oui, mais Voilà. pourquoi marre? Donc quand vous êtes plus heureux de travailler dans un endroit, il faut partir. Ouais. Et donc je suis parti. Je ne suis pas parti tout seul, on est parti assez nombreux. Moi je veux dire une chose, c'est que je pense que les choses sont réversibles. À Nice, on avait un directeur général qui était catastrophique. Et maintenant, il y a un directeur général qui est super, qui s'appelle M. Rodolphe Bourré, qui était directeur général des hôpitaux de Valenciennes, Oui. et qui redonne le pouvoir aux médecins. Oui, il lance hôpital Et c'est magnétique. super. Et donc, Oui. si mon départ a servi à changer de directeur général, après que je sois parti, je trouve ça vachement bien. Donc vous êtes bien parti parce que la direction générale était trop puissante et à votre sens... Je suis parti parce que j'en avais marre. Quand vous en avez marre, il faut partir. Vous voyez, vous ne pouvez pas rester en conflit pendant des années. Peut-être que j'avais tort, peut-être que j'avais raison. Mais en tout cas, je suis parti. Je veux dire que les hommes politiques n'ont aucune influence sur ce qui se passe dans l'administration générale hospitalière. Moi, je connais très bien les hommes politiques, je peux vous dire. Et il n'y en a aucun qui n'a rien fait. Et en ce moment, c'est à peu près la même chose qui se passe. Vous voyez, ils parlent beaucoup, mais ils ne font jamais rien. Donc voilà, il faut rester simple. On peut faire une belle carrière à l'hôpital. Moi, j'ai été vachement heureux à l'hôpital. Ma fille prend la direction d'une carrière hospitalo-universitaire à Nice en rhumatologie. Et donc, il ne faut pas décourager les jeunes de faire leur carrière à l'hôpital. L'hôpital, c'est beau, c'est noble, mais quand c'est gangréné de l'intérieur, même en ayant une certaine puissance de travail, vous voyez, ben vous ne pouvez pas changer les choses. Mais je crois quand même que les choses sont réversibles, et ce qui se passe à Nice peut le démontrer. Donc voilà, je pense que nous, on a nos vécus personnels. Hein. Alexandra vous dira le sien. Manifestement, elle est encore pleine d'enthousiasme et d'espérance. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut qu'il y ait des jeunes. Il faut savoir aussi laisser la place. Peut-être que les vieux dinosaures, ils doivent laisser la place à des plus jeunes. En tout cas, c'est ce que nous, on a fait avec Pascal Boileau à Nice. Et il y a des plus jeunes qui s'expriment. Et je dis que peut-être que les gens prennent conscience qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent pour que, de nouveau, on soigne les gens le mieux possible à l'hôpital. Parce que moi, je suis parti, je vous dis parce que j'en ai marre, c'est un peu manichéen, c'est fait exprès, vous voyez. Mais je suis parti quand je me suis aperçu que je soignais moins bien les gens qu'avant. Et que je l'avais accepté. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Et je pense que les jeunes, ils ont cette force de ne pas accepter, de ne pas soigner les gens aussi bien que possible. Voilà, l'administration hospitalière, c'est une grosse machine. Et quand on s'y frotte, on n'arrive pas à gagner. Hein. Et donc, peut-être qu'elle-même est en train de prendre conscience de ses propres défauts. Et je crois que c'est ce qui peut sauver l'hôpital. Et vous, du coup, Alexandre Poignard, vous êtes parti alors, un peu pour les mêmes raisons aussi. Il y avait des problèmes de direction, il y avait des problèmes de sécurité. Enfin, à votre sens, expliquez-moi. Oui, on a un constat visiblement tous similaire, c'est qu'on était très contrariés par nos relations avec notre administration. Alors, on a visiblement eu tous eu affaire à des directeurs compliqués et qui nous ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Mais avant de revenir sur ce sujet-là, je suis sur le débat quand on dit le match. Moi, c'est un terme qui ne me plaît pas.
faut qu'on arrête d'opposer privé. Oui, mais c'est et parce qu'il y a un public. choix dans la vie. Là, pour Il y a des choix à Alexandra, faire. elle finit son clinical, elle va dans le libéral. Mais il n'y en reste a au pas un public. bon, un mauvais. Et Ah non. peut-être que si on associait mieux les deux, ça fonctionnerait aujourd'hui mieux, malgré les difficultés que chacun peut rencontrer, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc moi, effectivement, j'ai quitté l'hôpital. Je dois dire que j'ai pris une décision, et c'était une décision très difficile à prendre. Parce que je me suis retrouvé à un moment ou un autre où ce n'était pas prévu, où on me propose la chefferie du service, parce que justement, mon agrégé au-dessus de moi, qui devait normalement prendre la chefferie pendant les 10 ans et me laisser travailler en tant qu'adjoint alors que je venais d'être nommé à peine, brutalement il a décidé de partir. Et là on me dit maintenant la chefferie elle va te revenir. Et alors je leur dis mais moi si je reste, c'est pas pour accepter ce que celui qui devait partir a refusé d'accepter. Donc j'en ai discuté avec plusieurs personnes, la direction, j'ai fait une sorte de liste en disant voilà, ça il faut que ça change, ça il faut que ça change, ça il faut que ça change. Au bout de 6 mois, le constat, c'est qu'il n'y avait pas une ligne que j'ai pu rayer, pas une. Parce que j'avais affaire à une administration qui n'en avait rien à faire et qui prenait ses décisions sans tenir compte des difficultés médicales. On est conscient que des décisions sont difficiles à prendre, qu'il y a probablement une réflexion en termes de coûts administratifs à réaliser, mais aujourd'hui, ces décisions financières, finalement, sont devenues, pour de nombreux hôpitaux, prioritaires sur les décisions médicales. Et nous, on se retrouve à devoir, finalement, prendre des décisions pour des patients, pour la sécurité du patient, et on se retrouve confronté à dire mais ça, c'est pas ce que j'aurais fait pour la sécurité de mon patient, et je suis obligé de l'accepter pour des problèmes financiers qu'on m'impose. Finalement, si je continue, je cautionne. On est un petit peu dans cette balance. Donc, constatant qu'il n'y avait aucune modification qui était réalisée, j'ai décidé de partir. Et finalement, je suis parti avec celui qui m'avait précédé. Et on a embarqué derrière nous les jeunes qui disaient « mais nous, sans vous, on ne veut pas continuer non plus ». Et on est parti à nombreux. On espérait, naïvement, j'ai espéré que ça ferait changer les choses. Qu'au moins, localement, il y aurait eu une prise de conscience en se disant « là, c'est quand même difficile, un service qui part avec 4 personnes ». Ça n'a rien changé. J'ai des retours réguliers de fonctionnement de cet hôpital. Et malheureusement, pour l'instant, rien n'a vraiment changé. Ils sont dans de grandes difficultés, toujours pour les mêmes raisons. Et pourtant, ils ont changé de directeur. Donc, ils n'ont pas eu la chance, comme à Nice, de tomber sur un directeur qui a essayé de redonner un petit peu de pouvoir aux médecins. En tout cas, de leur redonner la possibilité d'orienter des décisions pour des raisons médicales. Mais qu'est-ce qui empêchait que, justement, vous réformiez le service en devenant chef de service, par exemple ? Vous n'aviez pas ce pouvoir-là ? Non, parce que quand vous êtes chez lui, il y a des choses, vous dites, je suis confronté à mes infirmières, elles me disent qu'elles sont en sous-effectif, on fait le compte, et effectivement, quand on regarde combien elles sont pour tant de malades, on se dit c'est un peu limite avec des polytraumatisés. Nous, à l'époque, on faisait beaucoup de chirurgie du rachis, donc c'est de la chirurgie qui est souvent un peu lourde, en tout cas en post-opératoire. Et vous vous rendez compte que dans le décompte, ils ont mis toutes les infirmières qui sont en consultation, celles qu'ils ont mis à un poste un peu plus déchargé de l'accueil des patients parce qu'elles ont des problèmes de santé, etc. Mais elles ne sont pas auprès du soin du malade. Et ça, vous avez beau essayer de le revendiquer auprès d'une administration, ils disent non, vous avez votre compte d'infirmière, on ne vous donnera pas plus d'infirmières. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ? Refuser de prendre des patients ? Mais ce n'est pas le rôle de la fonction publique. On pourrait très bien dire, dans ces cas-là, on ne prend plus aucune urgence. Mais l'hôpital, il est fait pour prendre les urgences. Et donc là, on se retrouve à finalement faire des mauvais choix pour la santé des patients. Et voilà, j'ai préféré le refuser. Bon, et puis enfin, pour aussi décaler un petit peu le débat sur autre chose, ça s'est fait à un moment de ma vie où je suis papa de plusieurs enfants, des études supérieures qui coûtent cher, et j'étais pas sûr de pouvoir financer ces études. Oui, donc en il y avait restant un à aspect l'hôpital. financier aussi, c'est ça. Donc voilà. il y a eu un impact aussi. Oui. C'est arrivé à un moment où, de toute façon, je me disais, il va falloir que je trouve un moyen d'augmenter un petit peu mes revenus. Alors je réfléchissais à exercer une activité privée à l'hôpital que je n'ai jamais pratiquée, où j'ai basculé et j'ai pris la décision en disant ça, je pars. Voilà. Oui. Et donc vous, Franck Fitoussi, justement, vous après 10 ans à Debré, vous êtes parti en clinique et là vous êtes retourné
100% à l'hôpital, ce qui est quand même super rare en fait de faire l'aller-retour. Pour le coup, vous êtes un peu une rareté, alors expliquez-moi. Voilà, en fin de compte, moi effectivement j'ai fait un aller-retour, comme vous dites, c'est-à-dire que j'étais en fait PH à l'hôpital Robert Debré, et donc j'ai quitté parce que je trouve que le statut de PH est un mauvais statut. Et au bout de 5-10 ans, on tourne en rond et on n'a pas d'écoute vis-à-vis de l'administration, on n'a pas la même capacité d'organiser les choses, et au bout d'un moment vraiment... et donc j'ai eu une proposition à ce moment-là de m'installer, et du coup j'ai dit oui, voilà. Et donc du coup je me suis allé m'installer dans une clinique qui était plutôt sympathique, où je faisais quand même une bonne activité, et en parallèle on m'a proposé un poste de PUPH. Et donc j'ai réfléchi et j'ai dit bon, alors qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup réfléchi, et au bout de 4-5 ans d'installation, je me suis dit non, finalement je vais revenir à l'hôpital. Alors pourquoi? Alors déjà, quand j'écoute mes collègues parler, je me dis qu'on n'est pas dans le même monde en fait, parce que moi j'exerce en pédiatrie, et c'est vrai que l'exercice en pédiatrie, la motivation notamment des personnels n'est pas du tout la même que chez les adultes. En tout cas, tout ce que vous décrivez comme dysfonctionnement, comme difficulté au quotidien, etc., on la ressent quand même beaucoup moins en pédiatrie, parce que probablement où il y a plus de moyens qui sont mis, et qu'il y a une certaine motivation finalement malgré tout des équipes pour que les choses avancent. Voilà, donc ça c'est un des points à mon avis qui change beaucoup quand même la donne. Alors il y a le point financier, effectivement, c'est sûr que quand on voit ce qu'on peut gagner dans le privé et quand on vient dans le public, bon, j'ai 2 fois moins d'enfants que toi, donc peut-être que c'est un peu plus simple pour moi. Alors pourquoi je suis revenu? Alors pour 3 raisons. Première raison, c'est pouvoir opérer des patients compliqués, intéressants, rares, voilà, parce que ça, on ne peut pas trop le faire dans l'exercice public, Oui. dans l'exercice privé, parce que voilà, on sait qu'il faut une grosse infrastructure, il y a des risques de complications, etc. Donc voilà. Donc opérer des malades compliqués, ça, moi, je trouve que l'exercice hospitalier, il est parfait pour ça. Deuxièmement, transmettre. La transmission, pour moi, c'est très important. Et pouvoir transmettre ce que j'ai appris au cours de toutes mes années, c'est essentiel pour moi. Et ça, alors je sais qu'il y a certains établissements privés qui ont actuellement des internes, ce qui est très bien. Je pense qu'il faut favoriser ça. Mais là, nous, on est dans mon service, la Trousseau, on a 12 internes, et ça permet vraiment d'assurer une transmission du savoir, et qui pour moi est essentiel. Et enfin, troisièmement, c'est la possibilité de faire de la recherche. Oui. Alors j'ai essayé d'en faire dans le privé, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, parce que franchement là je suis assez libre de mon temps en fait finalement, et voilà, par exemple des patients qui sont simples, je les confie, que je vois, et je ne garde que les patients vraiment compliqués, et du coup ça me laisse plus de temps pour faire un peu des travaux. Donc de vous êtes toujours heureux à l'hôpital là, du coup, oui, maintenant. oui, tout à fait, oui, tout à fait, absolument. Et ben, donc du coup ça va introduire justement le docteur Alexandra Villard, qui justement est assistante à l'hôpital aussi, et a l'intention d'enchaîner sur le statut de... Bon, alors de PH, il dit que c'est pas terrible, mais vous n'avez pas de PUPH tout de suite non plus, que faire? Et il faut bien passer par là, mais donc du coup... Oui, donc moi c'est un projet, mais un projet sérieux en effet, de rester à l'hôpital. Ce qu'a me dit Monsieur Trojani résonne en moi, c'est-à-dire que là actuellement je suis heureuse vraiment, sans langue de bois, de tous les jours d'aller travailler. Je ne suis pas en pédiatrie, mais je suis dans une structure qui marche bien. Donc il y a en effet ces défauts encore de l'hôpital public, mais ça reste encore un service qui marche bien, où les gens ont encore envie de travailler et où on peut faire encore beaucoup de choses. Bon, après, je ne suis pas encore dans toutes les réunions où c'est compliqué, les débats avec l'administration, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui, malgré les difficultés, la première fois que j'étais dans ce service, c'était il y a 6 ans. Je vois qu'il y a des choses moins bien qu'il y a 6 ans, mais je vois en toute honnêteté qu'il y a des choses qui sont mieux aussi qu'il y a 6 ans. Donc je suis aussi persuadée que les choses sont réversibles et changeantes. Là actuellement, à nouveau, on a eu une grande perte de personnel, et puis ils ont recruté plein de personnel actuellement en novembre. Donc, oui, c'est vrai que la PHP a réussi à recruter des infirmières récemment, oui, et réouvre des blocs. Donc bon, on peut espérer aussi que c'est un peu comme tout, que c'est cyclique, et espérons qu'on ait peut-être touché, j'espère, un petit fond récemment, notamment avec tout ce qui s'est passé. Non, mais on peut... J'ai besoin d'avoir un peu d'espoir aussi. Donc voilà, donc un petit fond, et peut-être que la situation va s'inverser et on va retourner sur un cycle peut-être plus vertueux. Donc voilà, donc mais déjà l'existant vous convient déjà, en tout cas. L'existant me convient. Voilà. Oui. Alors après, faudrait pas que ça s'empire. J'ai pas l'expérience et le vécu. Non, oui, non, ça serait bien que ça continue sur la pente plutôt ascendante là. Oui. Si on prend la particularité du service dans lequel je travaille, il y a eu vraiment un moins bien, je dirais l'été 2021, et depuis l'été 2021, c'est de mieux en mieux. Les choses qui sont apportées sont bonnes, ce qui est plutôt assez rare et sympathique.
Et la principale raison pour laquelle je reste pour l'instant, c'est comme disait M. Fitoussi, c'est pour l'intérêt chirurgical et les patients compliqués. C'est vrai qu'on en voit beaucoup à l'hôpital. On a un recrutement qui nous permet de voir des choses que l'on ne voit pas ailleurs. Et il y a quand même cette idée de challenge chirurgical qui persiste du coup à l'hôpital. Et en plus en sécurité, parce que moi pour l'instant je suis plutôt dans le côté personne qui reçoit la transmission que celle qui transmet, et c'est hyper agréable de pouvoir accepter des cas qui dépassent peut-être actuellement un peu nos compétences, mais pouvoir être encadré et pouvoir apprendre continuellement en fait. Enfin, c'est vraiment les journées sont un continuel apprentissage et c'est très agréable de travailler dans une équipe qui a envie de travailler, qui a envie de transmettre, qui a envie de faire des cas qui sortent de l'ordinaire, et tout ça encore en respectant le patient et dans la sécurité du patient. Du coup, vous, messieurs, qui avez quitté justement l'hôpital public, est-ce que quand vous entendez ça, vous m'aviez dit justement que vous avez des fois, vous passez devant l'hôpital et vous êtes un peu nostalgique, ce qui est quand même, alors que vous avez expliqué vos raisons qui sont totalement légitimes d'être partis. Et quand vous entendez le docteur Alexandra Villard, est-ce que ça vous fait douter encore, ou il faut que je vous prête une main? Ça me réjouit. Oui, Ça déjà, me c'est une réjouit bonne de nouvelle. voir qu'il y a plein de personnes qui ont envie de rester à l'hôpital. Je vous cache pas qu'il y a des jours, je me dis c'était quand même une belle structure. Moi, j'ai eu la chance de partir avant d'en avoir marre. J'étais heureux à l'hôpital, mais j'ai vu les conditions d'exercice se dégrader. Et je me suis dit, si je reste, je vais finir par devenir aigri, être malheureux. Et je ne veux pas ça. Je veux garder les bons souvenirs de ma structure, de ma vie hospitalière. Alors oui, j'ai renoncé à certaines choses. Finalement, aujourd'hui, je ne peux pas transmettre comme je le faisais. Et j'aimais beaucoup aider les internes à opérer, etc. Alors, je suis parti en équipe, donc je n'ai pas complètement perdu le travail d'équipe, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à l'hôpital. Donc oui, il y a des moments, j'ai une nostalgie parce que j'ai aimé mes années hospitalières. Qui sait, peut-être que sur ma fin de carrière, à un moment ou à un autre, je vais vouloir finir pour justement retransmettre en me disant, avant de partir, je veux transmettre encore certaines choses. La vie est faite de toute façon d'imprévus, et j'ai appris avec le temps qu'il ne faut jamais se dire c'est fini et maintenant je serai là et je ne bouge plus jusqu'à la fin. Les choses peuvent changer. Et est-ce qu'on ne voit pas poindre aussi justement, de toute façon, en clinique et en privé, les mêmes problèmes qu'à l'hôpital? Parce que de toute façon, les pénuries d'infirmières, c'est pas que pour l'hôpital public. Les pénuries, les gens moins motivés, l'ambiance générale. Est-ce que finalement, de toute façon, sous les raisons pour lesquelles on a quitté l'hôpital, on ne les retrouve pas en clinique, les problèmes les mêmes par moment? En tout cas, en ce qui me concerne, oui. C'est-à-dire que je suis arrivé en établissement privé il y a un peu moins de 10 ans maintenant. J'avais une écoute avec la direction que je n'avais plus à l'hôpital, donc j'étais content, on a eu des choses. Mais je vois petit à petit que ça se dégrade. Et j'ai l'impression de retourner 15 ans en arrière et de voir entre les cliniques de médecins et les cliniques de groupes financiers. C'est peut-être pas la même chose. Alors moi, je suis dans une clinique de groupe financier. Et je vois que les choses commencent parce que le poids administratif prend de plus en plus d'importance, y compris dans certaines structures privées. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre cette direction. C'est pour ça que j'espère qu'il va y avoir à un moment ou à un autre un électrochoc et qu'on va essayer de remonter la santé. Et je pense que c'est vraiment ensemble qu'on peut y arriver et pas se séparer et arrêtons de séparer public et privé. Pardon, Alexandre a parfaitement raison. La dérive pointe à l'horizon dans les structures privées. Et il y a un symptôme tout à fait caractéristique. Vous savez, l'hôpital, c'est l'hôpital public. Maintenant, vous avez des hôpitaux privés. Et quand on commence à appeler une clinique un hôpital privé, on voit ce que ça veut dire. Et donc, de plus en plus, on voit des grandes structures se construire avec des contrôles par des grands groupes financiers qu'on connaît. Et on n'est plus dans les petites cliniques où on peut bien travailler parce qu'on est vraiment au contact du malade avec une petite équipe. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'on peut être en clinique et faire des gros malades. On peut opérer des tumeurs en clinique, des ostéosarcomes du genou, par exemple. On peut faire beaucoup de reprises chirurgicales, on peut avoir des malades lourds en clinique. Et surtout, on peut évaluer ses pratiques professionnelles en clinique. Nous, notre groupe continue à publier des articles, à faire des études rétrospectives et prospectives. Et donc, je pense que, on a un beau métier, quoi. On a un beau métier, et il ne faut pas laisser les pouvoirs publics
dévaloriser notre métier. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de dévaloriser la profession médicale. Quand on n'a plus de concours en première année de médecine, quand on n'a plus de concours d'internat, quand les internes ne s'appellent plus des internes, on dévalorise la profession médicale. C'est une stratégie classique des gouvernements qui déstabilisent les professions qui ont un pouvoir. Regardez ce qu'ils font aux notaires en ce moment. Et donc, il ne faut pas se leurrer, c'est une lutte de pouvoir. Et aujourd'hui, il faut que la profession médicale reste puissante. C'est vraiment important, que ce soit en public ou en privé. Oui, je peux dire juste un mot. D'abord, on peut faire des choses lourdes en privé. Moi, j'ai gardé ma clientèle hospitalière et j'ai des meilleurs anesthésistes qui sont présents au lit du patient. Donc, on peut faire des choses lourdes en privé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous le faites sous votre propre responsabilité. Et donc, quand on fait des cas difficiles, 4e, 5e reprise de hanche, voilà, de temps en temps, il y a des infections et donc vous avez des procédures. Et alors qu'à l'hôpital, vous n'entendez pas du tout parler parce que c'est le service juridique de l'hôpital qui s'en occupe. Là, vous êtes donc exposé directement et il faut donc vous justifier, être sûr que tous les consentements soient signés, que le dossier médical est bien tenu. Donc ça prend énormément de temps, bien sûr. Il suffit d'avoir 4 ou 5 procédures en 10 ans et je peux vous dire que ça vous prend beaucoup de temps et ça vous empêche de dormir, même si votre responsabilité n'est pas mise en cause, mais ça, vous ne le savez pas avant la fin. Donc c'est très lourd, mais techniquement, c'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. Et du coup, les autres ne le font pas. Alors, il y en a qui évitent de faire ça. Ça dépend de... Moi, on m'adresse ces patients-là parce qu'on me les adresse à l'hôpital et puis que je ne peux pas changer de clientèle du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Donc ça, il faut se méfier de ça et je ne recommanderais pas aux jeunes, effectivement, de se lancer dans ces procédures compliquées parce que c'est vraiment très lourd à assumer. Deuxièmement, le privé est soumis aux mêmes difficultés. Moi, mon directeur, il me dit, la dotation en GHS, elle a augmenté de 3% par rapport à l'année dernière. Le prix de l'énergie, il a augmenté de 41%. Les sous-traitants, ils ont augmenté de 12%. Donc la tension financière sur tous les établissements de santé, qu'ils soient publics, privés à but non lucratif, elle est extraordinairement importante. Donc voilà, ça, qu'est-ce qu'il en sortira? Je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on a un changement de paradigme, c'est-à-dire que c'est le privé qui va prendre en charge beaucoup de choses. La chirurgie programmée, il y a des hôpitaux publics qui prennent les urgences. Moi, j'ai des internes, des étudiants hospitaliers tous les jours dans ma salle. Ils viennent comme ça pour apprendre. Disons que je n'ai pas l'impression que l'hôpital public, j'ai l'impression qu'il file quand même un mauvais coton. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte de la nécessité de restructuration, d'un changement d'administration, d'une autonomie des hôpitaux. Je ne sais pas si on sera capable de faire cette révolution culturelle, mais je l'espère. Justement, à Nice, ils font ça, à Valenciennes, ils font ça. C'est ce qu'ils appellent l'hôpital magnétique, où c'est les médecins qui donnent les ordres, qui choisissent les machines, etc. Et ça remonte. Sauf que c'est super long à mettre en place parce que ça demande toute une réorganisation, tous les administratifs doivent gérer. Mais ça reste dans l'air du temps, entre guillemets. Maintenant, c'est sûr que gérer un CHU comme gérer une clinique, c'est pas la même chose, quoi. Il y a tellement de monde que ça demande un minimum quand même de décision, quoi. Mais du coup, vous, Alexandra Villard, quand vous entendez tout ça, vous restez sur ce... Voilà, ça ne change rien à votre propre expérience où vous dites, moi, ça me plaît, oui, je vais faire PH et je verrai. C'est peut-être pas pour toute votre vie. Oui, après, si je décide de rester, je n'ai pas envie de dire je reste juste pour 3 ans et après je pars parce que c'est un peu triste. Là, quand j'ai pris la décision avec ma hiérarchie, c'était pour un projet qui dure un peu plus longtemps, je l'espère. La différence aussi avec mes voisins, c'est que vous êtes tous professeurs d'université et vous êtes partis au bout de certaines années d'expérience de l'hôpital. Donc en effet, en clinique, vous êtes partis soit en groupe avec des collègues, soit avec votre propre bagage. Et donc c'est plus facile, je pense, de garder des cas compliqués, de garder des cas intéressants, de partir avec la patientèle qui vous a suivi. Là, je prends l'exemple de tous mes collègues qui, contrairement à moi, décident de partir en clinique. Ils ont quelques années quand même où... faut pas se leurrer, les cas ne sont pas très intéressants, c'est un peu dur. S'ils sont dans des régions comme la région parisienne, il faut se battre avec le voisin d'à côté qui est là depuis 30 ans. Donc, oui, il y a quand même une concurrence en libéral aussi avant de se faire un nom. Quand on est tous professeurs et qu'on est une sommité au moins dans sa région pour le moins ou dans le pays, forcément c'est plus simple que si on sort de l'hôpital et qu'on personne ne nous connaît. Hein.
je pense que dans ce sens-là, l'hôpital reste un très bon centre de formation. Hein, il faut dire ce qu'il est. On a un métier qui est en fait en constante formation. Même je pense que tous les jours vous apprenez encore des choses. Et donc je trouve que gâcher cette institution et partir après 2 ans de post-internat, ce qui est franchement ridicule sur toute notre carrière, est dommage. Et je pense qu'on part en privé d'autant plus fort si on a eu ces années d'expérience à l'hôpital. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que moi je trouve que l'installation privée pour un jeune est extraordinairement difficile parce qu'on est seul. Donc il faut, alors ce qu'on essaye de faire nous en privé, c'est de faire des petits staffs, où il faut demander conseil. Moi j'ai la chance d'avoir le 06 de beaucoup de mes collègues, donc quand je ne sais pas, je téléphone le soir un de mes vieux collègues, et puis je lui dis comment tu ferais, etc. Mais il faut au moins 5 ans pour arriver à s'implanter dans une région privée. Donc c'est une entreprise très difficile. Après, je pense que si on travaille bien, ça marche. Hein. Il faut rassurer les jeunes quand même, je ne veux pas les décourager, mais c'est très difficile et je pense qu'il faut de la bouteille. Donc à mon avis, c'est vrai que s'installer avant 40-45 ans, faut avoir les reins solides. Voilà. Et vous, donc, vous êtes maintenant à Pompidou, PUPH à Pompidou. À Trousseau. À Trousseau, pardon. À Trousseau. Qui c'est qui était à Pompidou, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, vous êtes à Trousseau. Et donc, vous êtes resté et vous êtes retourné à l'hôpital justement pour cette notion d'enseignement. Mais apparemment, de plus en plus, quand on discute, on se dit que les internes vont beaucoup dans les cliniques maintenant, qu'il y a quand même beaucoup de compagnonnage aussi dans les cliniques. Est-ce que du coup, il y avait vraiment une vraie différence? Est-ce que c'est vraiment l'enseignement à la fac qui vous vouliez? C'était quoi? Je trouve alors effectivement c'est souhaitable qu'il y ait des internes qui se forment aussi en clinique, mais je trouve qu'à l'hôpital on a quand même, on est plus dans l'ambiance d'aider, vous voyez, parce que par exemple moi qui ai exercé dans quelques années dans le privé, il y a quand même une performance qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut que les interventions avancent, qu'on enchaîne, etc. Donc ça laisse plus difficilement l'espace pour la formation. Alors que moi, actuellement, ça fait quand même un certain temps que je n'opère plus. En fait, quelque part, je n'opère plus. Je ne fais que aider les internes qui opèrent avec moi. J'opère 1 ou 2 interventions que je fais parce que je sais qu'elles sont compliquées, puis ça me fait plaisir. Mais en dehors de ça, j'aide sur tous les malades. Et donc forcément, c'est plus long. Ça prend plus de temps. Et ça, je trouve qu'on peut plus difficilement le faire en pratique privée. Voilà. Alors je ne sais pas, peut-être que mes collègues ne seraient pas tout à fait d'accord. Mais si vous deviez tous les trois vous dire qu'est-ce que vous regrettez de votre passage à l'hôpital? Est-ce que c'est les collègues? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est la patientèle intéressante? Qu'est-ce que vous regretteriez de l'hôpital? Vous connaissez Edith Piaf, non, rien de rien, non, rien. Je ne regrette rien. Non, il n'y a rien à regretter. C'est un métier magnifique, je vous dis. On apprend le métier à des jeunes, on va enseigner les étudiants. Moi, je crois qu'il faut encourager les carrières hospitalo-universitaires. Vous ne pouvez pas ne plus avoir personne qui enseigne les jeunes à l'hôpital. C'est indispensable. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver un meilleur système que celui qui existe actuellement et qui oppose un peu la carrière hospitalière et la carrière en clinique? Je vous rappelle que le temps plein hospitalier, c'est Michel Debré, quoi, vous voyez. Michel Debré, c'est le fils de Robert Debré. Robert Debré, c'est le plus grand pédiatre du monde. Et Michel Debré, il a fait la Constitution de la Ve République. Et son papa, il lui a dit, tu vas me faire des CHU, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, je crois qu'on peut faire mieux. Et je crois qu'on pourrait bénéficier de l'expérience de tout le monde au sein de l'hôpital, tout en permettant l'exercice libéral. C'est la voie qui existait avant. Hein. Quand vous parliez des frères Judet, ils opéraient en clinique et ils opéraient à l'hôpital. C'est bien ça. Moi, je ne suis pas parisien, mais je sais que c'est ça qui se passait. Et pourtant, les frères Judet, c'est les plus grands noms de l'orthopédie, de l'histoire de l'orthopédie mondiale. Et donc, je pense que, mais je peux me tromper, hein, on est un peu à la fin d'un système qui existe encore, qui survit, mais qui ne pourra pas perdurer éternellement parce qu'on n'a pas assez de bras. Et on n'a pas assez de bras parce qu'on a mis le numerus clausus en 1981 et que maintenant, il faut remonter la pente. Et donc, des gars comme nous,
je suis sûr que si vous leur proposez un truc, ils vont accepter, mais c'est absolument certain. C'est ce que dit Alexandre. Je suis un peu nostalgique, je vois cet hôpital. Voilà, il y a aussi un problème financier. Les jeunes, ils sont pas payés, quoi, vous voyez. Ils sont pas payés. Comment vous voulez que des gamins ils restent sur un statut de PH éternellement? C'est pas possible, vous gagnez pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, on va avoir besoin d'une réforme en profondeur qu'un jour, un ministre de la Santé courageux, c'est pas encore le cas, mettra en place. C'est tout. Mais il mettrait quoi en place? Parce que on peut faire du mix déjà. Je viens de vous l'expliquer, le fameux Non. partenariat public-privé que chacun appelle de ses voeux. Vous voyez, c'est tout. Moi, je suis un peu rêveur. Ce que j'aime bien, moi, c'est Good Doctor. Je regarde la série et je trouve que c'est super comme ambiance. Je m'y verrais bien. Je serais content de travailler dans un hôpital comme ça. Bon, c'est assez pour rigoler. Moi, je pense que la première réforme à faire, c'est de supprimer les ARS et d'instaurer l'autonomie des hôpitaux. Parce que le directeur doit être libre de toute contrainte pour organiser son hôpital. C'est un système qui a fait ses preuves, qui oblige à bien gérer, qui a des inconvénients, parce qu'au-delà d'un certain niveau de déficit, votre ticket n'est plus valable. Ce n'est pas l'État qui va combler le déficit. Mais ça oblige les directeurs il faut qu'ils soient compétents. Ça, c'est une autre histoire. Ils sont formés à l'école de Rennes et on forme des comptables, d'épicerie, recettes, dépenses, mais ils ne méritent même pas le nom d'expert comptable. Donc, il faut former des gens compétents et surtout, les médecins, dans ces cas-là, ils se mobilisent pour sauver leur outil de travail. Parce que on voit bien un certain immobilisme de médecins. Il ne faut pas tout le temps accabler l'administration. Les médecins sont largement fautifs dans l'absence de restructuration. Mais à partir du moment où l'hôpital est autonome, vous sauvez votre outil de travail et ça vous incite à vous bouger un peu les fesses, c'est-à-dire parfois à beaucoup plus de souplesse dans les tâches même médicales, si vous voulez. Donc voilà, moi c'est l'autonomie des hôpitaux qui me semble le point fondamental. Non, enfin la suggestion c'est vraiment améliorer et arrêter de vouloir opposer public et privé. Moi je pense qu'on peut réussir à faire les deux. Est-ce que c'est une solution à l'ancienne où on permettait à certains d'aller opérer dans le privé pour améliorer leurs revenus mais qui... Oui, mais c'est un statut que n'aiment pas justement les directeurs d'hôpitaux. Le statut de PH mi-temps, il ne convient pas. Les directeurs d'hôpitaux ne l'aiment pas et du coup aujourd'hui il est pratiquement plus accessible. Est-ce que c'est permettre de faire du privé à l'hôpital comme ça a été fait ces dernières années, mais dans ces cas-là l'autoriser à tous, l'ouvrir à tous, pratiquement en faire quelque chose d'institutionnel en disant on est chef de clinique, on fait du privé. Même si ce n'en est pas beaucoup au début, ça montera avec la notoriété du chirurgien. Mais il faut qu'on puisse associer les deux. Parce que l'hôpital, c'est vrai que c'est l'endroit où on peut faire des malades particulièrement lourds, des plateaux techniques. Moi, j'ai la chance de travailler où il y a une réanimation. Donc, je peux faire des malades lourds, mais je n'ai pas de cardiologie interventionnelle. Il y a des fois, j'ai été obligé de renoncer à opérer un patient pour une prothèse de genou, tout simplement, parce qu'il y avait un risque d'infarctus. Et que ce patient, il fallait qu'il ait une salle de choro à disposition, et nous, on ne l'a pas. Donc, ce patient, je l'ai adressé vers le CHU de proximité. Donc, associer les compétences de chacun pour améliorer le système de santé global. Mais je pense que cette volonté d'articulation entre public et privé existait dans le projet de réforme du système de santé d'Agnès Buzyn, qui est tombé un petit peu à l'eau après le Covid. Mais il y avait vraiment une volonté qu'il y ait une articulation entre public et privé, avec possibilité de transfert et de passage de patients Moi, je n'irai pas tout à fait dans votre sens, parce que je pense que le système le plus pervers en médecine, c'est le système de paiement à l'acte. Parce que ça vous oblige à une inflation des actes. D'ailleurs, c'était le sujet de mon congrès l'année dernière. Il paraît qu'il y a 30% d'actes inutiles. Je pense qu'un médecin doit être salarié et qu'il doit être jugé sur la qualité de son travail. Alors moi, je dis toujours, il vaut mieux des bons salaires, évidemment, mais l'État étant ruiné, actuellement, il ne peut pas assurer les salaires décents. Mais c'est véritablement le meilleur système. Je rappelle toujours l'exemple des Mormons. À Salt Lake City, les médecins ont un très bon salaire, mais ils sont régulièrement évalués en termes de qualité, c'est-à-dire examen redondant, tenue du dossier médical, relation avec le patient, etc.
Et ceux qui ne donnent pas satisfaction, ils perdent 10% de leur salaire. Voilà. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il faut réfléchir à ça. Moi, je dis, le système de paiement à l'acte, associé à la T2A, associé au tiers payant, mais c'est extrêmement inflationniste en termes d'actes. Et donc, c'est pas un bon système. Voilà. Alors, c'est compliqué de trouver le bon système, justement, parce que c'est sûr qu'entre les salaires trop bas, la tarification à l'acte qui, du coup, qu'on en fait peut-être trop parce qu'il faut remplir les caisses, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous avez une solution plus précise, que vous dites qu'il faut une coordination. Vous m'avez dit, mais c'est pas si simple de mettre en place une coordination. Bien sûr, oui, j'ai une solution, mais je ne vous la dirai pas. C'est que vous serez ministre. Je ne vous la dirai pas, la solution. Il a raison, Philippe. Les ARS, c'est une catastrophe. C'est la Gestapo. Les agences régionales de santé, c'est des dictateurs. On ne peut pas travailler avec ces gens-là. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, je vous assure. Mais il faut bien une régulation. Ce que vous voulez, je comprends que ce soit bizarre, mais on est obligé de se dire, l'ARS, elle lui a donné des régulations, on va vérifier des financements. Enfin, il faut bien qu'il y ait un contrôle. Mais c'est pas ça qu'ils font, l'ARS. L'ARS, moi je suis maire d'une petite commune. L'ARS, au moment du Covid, j'avais des masques en réserve. Ils m'ont réquisitionné les masques, il a fallu les envoyer à Marseille, on n'avait plus de masques à Villefranche. C'est ce type de manœuvre que fait l'ARS. L'ARS, il ne régule pas la santé, je vous assure. Claude Évin, c'était le directeur de l'ARS de la région Île-de-France et c'est un ancien ministre de la Santé. Quand il a quitté son poste de l'ARS, il a dit on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on est complètement contrôlé par la tutelle. Donc là encore, c'est une question politique, c'est-à-dire que le système est vertical et que l'ARS, qui pourrait fonctionner avec beaucoup moins de fonctionnaires, mais n'a pas toute la liberté de pouvoir décisionnel qu'elle devrait avoir pour fermer, restructurer des hôpitaux. Donc on se retrouve avec la même problématique d'être prisonnier d'une politique. Et puis d'ailleurs, dans les hôpitaux de province, vous avez souvent le maire, ou à Paris même, qui est président du conseil d'administration et qui défend envers et contre tous un hôpital qui devrait fermer parce que c'est le premier employeur de la ville. Donc l'hôpital est soumis aux politiques. Écoutez, de toutes les façons, on va s'arrêter là, sur le fait que de toutes les façons, qu'on soit en privé, qu'on soit en public, l'essentiel c'est quand même de bien soigner les gens, si vous voulez, et que c'est déjà chaque médecin qui se prend en charge là où il est, quoi. Et là, vous êtes tous les 5, vous avez fait votre choix, et vous tous les 5, vous êtes heureux et vous soignez correctement. Donc en fait, c'est ça l'essentiel, c'est quand même que les gens trouvent leur place là où ils veulent, quoi. À chacun à leur âge et chacun comme ils peuvent, parce qu'il n'y a pas on ne trouvera pas aujourd'hui la solution que personne n'a trouvée, malheureusement. Good doctor, voilà. Tout n'est pas beau comme dans une série, quoi. On est bon.